Clôture ce mercredi par le Premier ministre et chef du gouvernement de travaux de la table ronde sur la promotion des exportations de produits congolais et de la réduction de la dépendance aux importations. Pendant 3 jours, ces assises ont permis de proposer des solutions durables aux faiblesses structurelles du commerce extérieur congolais. Toutes les recommandations issues de ce travaux devront faire partie de la feuille de route du gouvernement de la RDC. 3 jours ont suffi pour clôturer les travaux de la table ronde sur la promotion des exportations des produits congolais et de la réduction de la dépendance aux importations. Il était question pour le Premier ministre Bruno Tshibala de circonscrire la raison d'être de ces assises. Un pays qui consomme ce qui ne produit pas, qui ne produit rien à vendre aux autres, qui se plaît à être un marché en plein air, où les autres viennent déverser leurs marchandises pour s'enrichir, condamne son propre peuple à l'esclavage et à la pauvreté perpétuelle. La table ronde a été une opportunité de réfléchir sur les stratégies et les politiques à mettre en œuvre pour produire davantage. Le président de la République a institué le comité mixte stratégique regroupant les représentants de 2 institutions, président de la République et gouvernement, chargés d'étudier en profondeur le maux qui ronge notre économie et de proposer des solutions appropriées au gouvernement en vue de bâtir dans notre pays une économie résiliente au choc extérieur, une économie prospère. C'était aussi une occasion cruciale de proposer des solutions durables aux faiblesses structurelles du commerce extérieur, notamment les déséquilibres de la balance commerciale, la prédominance des produits primaires dans la structure des exportations, l'étroitesse de la gamme des produits agricoles et manufacturés exportés. À ce titre, toutes ces recommandations sur des politiques sectorielles spécifiques et des stratégies adéquates devront faire partie d'une feuille de route du gouvernement congolais en vue d'améliorer les structures de production de la RDC de sorte à transformer par ces biais la structure du commerce extérieur. Et au Conseil économique et social, on appelle le gouvernement congolais et les géants miniers à poursuivre le dialogue constructif sur le nouveau code minier. L'objectif étant de trouver un terrain d'entente qui puisse consolider la prise en compte des intérêts nationaux. Appel lancé ce mercredi par le président de cette institution consultative, Jean-Pierre Kiwakana, a profité de l'occasion pour inviter la classe politique congolaise à plus de tolérance pendant cette période préélectorale. C'était lors de l'ouverture de travaux de la session d'avril. Cette session s'ouvre au moment où le gouvernement congolais reste droit dans les potes pour défendre les intérêts nationaux dans les cadres de pourparlers entre lui et les patrons des entreprises minières installées en RDC. C'est donc sans réserve que le Conseil de la République soutient les efforts déployés par le président de la République, chef de l'État, de rendre d'abord justice au peuple congolais et en même temps de veiller à ce qu'aucune des parties prenantes ne se sente lésée dans ses intérêts, afin que ce nouveau code minier soit effectivement un contrat gagnant-gagnant. Voilà pourquoi le Conseil économique et social encourage donc les 2 parties, le gouvernement d'une part et les opérateurs miniers d'autre part, à poursuivre et à privilégier les dialogues constructifs. Jean-Pierre Kiwakana, qui a convié les conseillers de la République à plus d'ardeur pour produire des avis constructifs au profit des Congolais, réitère ici l'engagement de son institution d'éviter toute complaisance dans le traitement des questions liées à la vie socio-économique du pays. Actualité oblige, le président du CES a appelé les acteurs politiques à plus de retenue et à privilégier les intérêts du peuple congolais dans leur prise de position.
Et puis les secteurs des assurances en RDC suscitent de plus en plus des appétits des opérateurs dans ce domaine. Depuis sa libéralisation, tenez, plusieurs entreprises sont déjà agréées et d'autres attendent encore la fin de l'examen de leur dossier. Et l'autorité de régulation et des contrôles des assurances tient au respect de règlements de texte qui régissent ce secteur. Elle a d'ailleurs réuni quelques opérateurs pour leur apporter un peu plus d'éclairage. Suivez. Dans la salle où étaient conviés une dizaine de chefs d'entreprise dans le domaine des assurances, la tension était vive pour comprendre les explications des experts sur son nouveau marché en RDC, régi par un règlement bien adapté aux standards internationaux. Il était tout à fait logique pour nous d'aller discuter avec les futurs clients pour leur dire attention. Un domaine complexe mais juteux, où le respect des principes sera visiblement de rigueur en RDC, tout en garantissant la satisfaction de toutes les parties. Et l'ARCA, comme autorité de régulation, y veillera attentivement conformément aux exigences de la loi. Et après plusieurs réalisations depuis sa création, l'on n'entend toujours pas se frotter les mains. Nous avons deux règlements. Nous avons le règlement qui porte sur les conditions d'agrément des sociétés d'assurance et de réassurance selon les branches. Nous avons deux branches, la branche vie, la branche non-vie. Et nous avons un deuxième règlement, le R002, qui lui porte sur les matières pour l'autorisation des intermédiaires. C'est ça le dispositif dans le secteur des assurances. Vous avez les réassureurs, les assureurs et les intermédiaires qui offrent des services. Les éléments qui sont repris essentiellement, nous nous référons aux normes internationales. Il y a des principes qui définissent, qui sont les principes de base des assurances, qui sont des normes internationalement établies et qui permettent de définir quels sont les principes importants que les sociétés doivent respecter. Certains opérateurs existent depuis plusieurs mois au pays et d'autres comptent désormais s'y installer pour booster un secteur qui se trouve à la traîne. Je le disais au sommaire de ce journal, la RDC a réagi officiellement à la résolution 2409 du Conseil de sécurité des Nations Unies, renouvelant, vous le savez, le mandat de la mission onusienne au pays. Mardi, lors de sa conférence de presse, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, a fait savoir que face aux groupes armés, le gouvernement s'attend à une plus grande performance et force de frappe du partenariat Brigade d'intervention FARDC avec plus de résultats beaucoup palpables. Concernant la stratégie de retrait de la force des Nations Unies chez nous, comme l'a si bien rappelé le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, du haut de la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, je cite, « Il est clair que près de 20 ans après son déploiement, la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans mon pays, ni d'y exercer son mandat avec le même format et sans tirer les leçons des faiblesses constatées. » C'est le souhait exprimé par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Shehu-Kitundu, qui a été formel. Par ailleurs, le chef de la diplomatie congolaise a donné également la position du gouvernement congolais quant à la résolution 2409 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui renouvelle le mandat des forces onusiennes et dit avoir pris acte de la décision du Conseil et demande à la MONUSCO de protéger les civils et d'appuyer la mise en œuvre de l'accord. Selon Léonard Shehu-Kitundu, l'ONU devait renforcer la mission de la MONUSCO pour lutter contre les groupes armés et que la résolution 2409 n'a donné aucune directive à la MONUSCO à propos du processus électoral ni dans l'application de l'accord. Il s'agit plutôt d'une tâche d'appui et d'accompagnement technique et politique par les biais des bons offices pour l'accord. Cependant, a-t-il précisé, les protagonistes de l'accord au travers du Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral sont les premiers responsables de l'application de cet accord. Les bons offices de l'ONU sont donc subsidiaires. Libre-échange RDC-Angola après l'ouverture des frontières Lunda-Nord-Kasaï central. L'heure est désormais à l'ouverture de la route Kalambambouji qui relie les deux bords. Une cérémonie qui a uni cette fois le gouverneur du Kasaï central, le ministre de l'Intérieur de Lunda-Nord 1 et le commissaire provincial de la police Lunda-Nord 1.
La signature de la libre-échange entre les pays africains porte désormais ses fruits. Après l'ouverture de la frontière de Kiamako par les 3 gouverneurs du Kasai central et celui de Lunda Norte, c'est au tour de celle de Kalambambouji. C'est Denis Kambaye, gouverneur de la province du Kasai central, ainsi que le ministre de l'Intérieur et numéro 1 de la police provinciale de Lunda Norte qui ont matérialisé le vœu et la volonté de leurs 2 chefs d'État sous l'œil attentif des 2 populations en liesse qui ont accueilli Denis Kambaye en héros. C'est sur instruction personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour qui je demande d'applaudir très fort. Pour la paix, le développement du Kasai central, les fils et filles du Kasai central ont besoin de leur route. N'eût été la seule volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, cette ouverture ne pouvait pas avoir lieu. Parti d'Ndundo à 9h, c'est vers 1h20 que la délégation congolaise conduite par Denis Kambaye Chimbumbu est arrivée dans sa résidence à Kananga. Célébrer ce 4 avril la journée internationale de sensibilisation aux mines, l'assistance à la lutte anti-mines et leurs conséquences, avec un accent particulier sur la promotion du rôle de la femme dans la lutte anti-mines. L'objectif était d'attirer l'attention sur les besoins des victimes de mines et de restes explosifs de guerre. En RDC, cette journée a été commémorée par le service des luttes anti-mines de Nations Unies en collaboration avec le ministère congolais de l'Intérieur. C'était dans la salle du centre culturel Boboto ici à Kinshasa-Gombe. Le 4 avril, l'humanité célèbre la journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et à la lutte anti-mines. Instituée par l'Organisation des Nations Unies, l'intérêt de cette journée est d'attirer l'attention de tous sur les besoins des victimes des mines et des restes explosifs des guerres, pour informer, aider et débattre sur les questions liées aux mines en République démocratique du Congo. Les ministères de l'Intérieur et Sécurité, en collaboration avec le service des luttes anti-mines des Nations Unies, ont organisé une conférence débat sur les mines terrestres. Je crois que c'est un fléau qui pèse sur les populations dans les pays en conflit, qui pèse aussi sur la population congolaise. Et je crois que c'est important de relever le défi et de porter le plaidoyer pour les populations congolaises qui souffrent encore durement des mines et explosifs de guerre ici en RDC. Nous avons suivi et que nous avons un défi à relever jusqu'en 2021. On parlera de la République démocratique du Congo, d'un pays sans mines antipersonnelles. Le service de lutte anti-mines des Nations Unies, UNMAS, félicite pour sa part les efforts conjugués par le gouvernement congolais depuis 2014 dans l'élimination de plus de 76% des zones suspectées. On n'est pas très loin du but et allons-y ensemble. Depuis 2002 sur le sol congolais, l'UNMAS concentre son action sur les besoins de populations affectées avec une attention particulière sur les menaces posées par les engins explosifs pour les civils, les soldats de la paix et les travailleurs humanitaires. On fait un saut dans le Nord Kivu où plusieurs entités restent à ce jour contaminées par de débris explosifs de guerre causés par la présence de groupes armés. Tenez, il s'agit de territoires de Walikale, Rutshuru, Masisi, Beni et Lubero, sans oublier la localité de Kamango où le rebelle ADF ont fabriqué de bombes artisanales. C'est la révélation faite ce mercredi à Goma par le coordonnateur de la protection civile de cette province qui insiste sur une sensibilisation de la population de cette entité territoriale pour justement éviter que ces engins de la mort n'y fassent de dégâts. C'est sous le thème « Soutenons tous la participation de la femme et de la jeune fille dans l'action contre les mines et les restes explosifs de guerre en RDC » que la Journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mine a été célébrée au Nord Kivu. Cette journée a été marquée par les témoignages des victimes des mines antipersonnelles. Le coordonnateur de la protection civile au Nord Kivu a révélé à cette occasion que suite aux conflits armés, la province du Nord Kivu a à ce jour plusieurs territoires contaminés par les restes explosifs de guerre. Il y a des endroits où on a caché des munitions
il y a des endroits où on a piégé, il y a des endroits où on a oublié seulement parce qu'on était en fuite. Et tous ces enjeux exposent la population aux accidents, soit aux morts, soit à la perte de membres. C'est à cette occasion que nous sommes là pour essayer de sensibiliser la population du Nord Kivu, que notre zone est une zone de conflit. Notre zone est une zone exposée aux munitions. Je vais citer ici précisément la zone de Kamango, à Beni, où on confirme la présence de mines artisanales fabriquées par les AEDF. Et donc, cette zone n'est pas encore atteinte par les démineurs. Nous devons nous tous nous liguer pour que nous puissions arriver à faire du mieux et à protéger la population de cette entité contre ces accidents de mines antipersonnelles. Le gouverneur du Nord Kivu souligne pour sa part que la présence des mines antipersonnelles et les restes explosifs a une conséquence socio-économique sur la communauté. Plusieurs secteurs de la vie de la population nationale sont affectés, notamment l'inaccessibilité de cette population aux champs, aux points d'eau, aux institutions scolaires et hospitalières et bien d'autres sites. À cela s'ajoute la difficulté de la relance dans les zones contaminées, de la reconstruction des infrastructures de base. Notons que cette cérémonie organisée par le Centre congolais pour la lutte anti-mine s'est déroulée à la tribune de l'ONC à Goma. D'une entité territoriale à une autre dans le Haut-Katanga, la CENI a organisé ce mercredi une séance de vulgarisation sur la machine à voter. Présent à ses assises, le gouverneur de province Célestin Pandeka-Popo et quelques membres de son gouvernement. Une séance qui, il faut le dire, entre dans le cadre du processus électoral déjà entamé au pays. Cette séance de sensibilisation au processus électoral a vécu dans la salle de banquet du gouvernorat de province dans le Haut-Katanga. Ici, la machine à voter a été présentée aux gouverneurs et vice-gouverneurs, aux ministres provinciaux et les membres de leurs cabinets respectifs. D'emblée, la secrétaire exécutive provinciale de la Commission électorale nationale indépendante a fait l'état des lieux du processus électoral en cours. Mimi Mukulu-Moya a donc indiqué que 2 500 000 électeurs ont été enrôlés dans le Haut-Katanga et que bientôt débutera l'opération de nettoyage du fichier électoral. Ensuite, à travers une simulation de vote, elle a expliqué à l'assistance le fonctionnement et les avantages qu'offre la machine à voter. Le gouverneur Célestin Pandeka-Popo s'est donc prêté à cet exercice. Il sera suivi par son vice-gouverneur Jean Kalenga Mambepa et la ministre provinciale du genre Mireille Lupandula. Par rapport à la machine à voter, les avantages sont nombreux. Nous insistons sur le format même du bulletin, parce que par le passé, vous voyez que le format était trop grand et trop volumineux, mais le bulletin que nous allons utiliser pour cette fois-ci, c'est un bulletin réduit et qui nous permet de faire les 3 votes au même moment. Après les gouverneurs, la CENI compte vulgariser l'usage de la machine à voter auprès de la population. Au total, 8 machines seront donc utilisées dans les 8 circonscriptions électorales de la province durant cette campagne de sensibilisation. On reste dans cette partie de la RDC où séjourne le coordonnateur de la visibilité du programme de la révolution de la modernité. Sur place, il a visité l'un des chantiers de la ville de Lubumbashi, le bâtiment du gouvernorat de cette province, d'ailleurs en finition de travaux. C'est sous la conduite du numéro 1 de la province du Haut-Katanga que M. Jean-Marie Kassamba a été invité à visiter le gigantesque chantier en phase de finition du gouvernorat de province. À première vue, le directeur général de Télé 50 est frappé par la beauté extérieure de cette énorme architecture de 5 étages et d'une mesure de 100 mètres sur 50. Du rez-de-chaussée en gagnant les escaliers, la beauté intérieure de l'ouvrage est tout aussi littéralement raffinée. Arrivé au sommet, cette bâtisse offre une vue imprenable de la ville dont on peut apprécier le paysage. L'honorable Célestin Pandeka-Popo a donc accordé un privilège à JMK de visiter ce bâtiment en lui fournissant des explications à l'image de ce que sera cet ouvrage à l'inauguration. Le chargé de visibilité de la vision de la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État ne pouvait qu'être fasciné par ce qu'il a vu à Lubumbashi. Écoutez, je suis très impressionné d'abord de ces grands bâtiments au centre de Lubumbashi, impressionné par la qualité, mais aussi par l'immensité du bâtiment, par le côté historique, parce que le gouverneur vient de m'expliquer comment ça va être agencé,
Et ça démontre à suffisance que la province du Haut-Katanga est aujourd'hui bien pilotée pendant cette période qui était très difficile. Il y a ici un gouverneur qui concrétise non seulement la vision du président de la République, mais qui est en train de changer la physionomie de la province et de la ville de Lubumbashi. Et donc c'est en tant que coordonnateur de la visibilité de cette vision du président, je le félicite pour ce travail, mais en même temps je conscientise nos compatriotes sur le fait que chaque fois s'il y a un leader qui arrive ici et qui fait ce genre de travail, il mérite de la reconnaissance. Le président de la République donne l'élan, c'est à chaque province de concrétiser cet élan. Et à mon humble avis, le gouverneur Pandé est en train de montrer à suffisance que malgré la difficulté, malgré parfois la situation difficile, on peut faire de grandes choses. Et donc nous allons relayer ces messages au plan national pour que ceux qui sont même à l'étranger voient que leur pays change avec ces genres de réalisations. De toute évidence, Jean-Marie Kassamba pense pour sa part que ceci démontre la grande vision et la volonté que Célestin Pandé Kapopo porte pour l'avenir de la province du Haut-Katanga. Et après plusieurs semaines passées en dehors du pays, le président de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi a regagné son fief. Victoire Ngoyi a été accueilli par de milliers d'habitants. L'élu de ce territoire frontalier leur a apporté un seul message, celui de se préparer sérieusement aux prochaines élections. Josué Muyumba est notre permanent. C'est au rythme de chants de bienvenue en langue bemba que les femmes, les jeunes et les hommes de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi sont venus nombreux pour accueillir leur président. Victor Ngoyi a regagné son fief de Kipushi, un sujet de joie immense pour toute la Fondé Koki. C'est de cette manière qu'ils ont résolu ce jour de témoigner leur attachement à ce député appelé affectueusement Kuku Wamayaï, la poule protectrice des œufs en Kiswahili. C'était aussi le moment indiqué pour l'élu de Kipushi de les conscientiser à se préparer minutieusement aux échéances électorales prochaines. Ndio batakuwa bengi sana na mambo ya kabila. C'est pourquoi nilisema kabila yangu ni Yesu. Ule batamkokota juu ya kabila. Yeye na Mungu wake. Hapa hivi vyote minafanyaka. Minafuataka kabila. Nafanyaka mie hata mina pusa chai kwangu. Victor Ngoyi ne s'est pas lassé de mobiliser Fondé Koki à se ranger derrière la politique du président Joseph Kabila Kabange. La Fondé Koki est devenue comme une religion. Nous avons déjà quadrillé même la ville de Lubumbashi dans le Katanga profond. Kipushi, c'est le fief de la Fondé Koki. L'homme qui est en face de vous, c'est l'artisan du social. Nous soutenons, comme d'habitude, le Raïs, qui est l'artisan de la paix. À travers la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, il n'a cessé de déployer ses moyens matériels et financiers. À travers la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, durant plus de 10 ans, ses moyens matériels et financiers dans l'encadrement de plusieurs milliers de membres constitués majoritairement des veuves et des orphelins aux travaux champêtres, ce qui procure les moyens de survie à des milliers de foyers, non seulement à Kipushi, mais aussi dans différents coins du Haut-Katanga. Et en sport, on va parler de ce combat de boxe international de catégorie IBO qu'organise la Fédération congolaise de boxe. L'événement est bel et bien confirmé pour le samedi 7 avril courant au Pullman du Grand Hôtel et ça se passera entre le Congolais Rocky Kalang et l'Argentin Nelson Fabian. Les boxeurs argentins qui est arrivé ce mercredi à Kinshasa a été accueillis en fanfare avec une caravane motorisée à laquelle ont pris part d'autres boxeurs programmés pour cette activité. Doudou Mbala. Aéroport international d'Ndjili. Il est 13h30. L'Argentin Nelson Fabian atterrit à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'accueil est plus que chaleureux, digne de l'événement qui l'attend ce samedi au Pullman Hotel, où il devra tenter de détrôner le Congolais Rocky Kalang pour la défense de la ceinture IBO. Rocky Kalang, qui est champion international de la catégorie. Champion Rocky. Ah oui. Cette défense de la ceinture IBO se tiendra à Kinshasa, d'où l'essence de ce carnaval motorisé
Question d'attirer l'attention des Quinois de manière particulière, des Congolais de manière générale, pour ces grands challenges. Partie de l'aéroport d'Ndjili, la caravane passera Ndjili, quartier 1, puis la place Sainte-Thérèse, bref, tous les points chauds du district de la Tchangou, avant de passer par le boulevard Lumumba Limité, où l'on va pas traîner pour atterrir sous le rond-point Victoire. Rocky Kaleng, militaire de formation, est ici en tenue policière et il fait déjà l'attention du public jusqu'ici à Bandal où il est ovationné. Arrivé à Kitamo Magasin, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui se fera le samedi jusqu'au point de chute, ici au siège de la Fédération congolaise de boxe, à Gombe, où l'attendaient les bureaux exécutifs. C'est moi le champion, parce que c'est lui qui est venu chercher ma ceinture. Oui, c'est lui qui a peur de moi. Ce n'est pas moi qui dois avoir peur de lui. Moi, je suis le champion du monde international. Soyez calmés, je vais me défendre comme un soldat au front. Je voudrais d'abord dire à la population congolaise que la Fédération de boxe est en train de donner le premier signal. Nous avons une nouvelle fédération avec un nouveau président qui a mené une philosophie, qui a mené une logique, qui a mené des innovations. Ça, ce n'est qu'un début. Ce n'est vraiment qu'un début. Nous demandons à la population congolaise de vivre la boxe qu'on a vécue vers les années 70. Nous allons la revivre ici. Ça y est, l'Argentin est à Kinshasa. Le combat est donc bel et bien maintenu pour ce samedi face à Rocky Kaleng. Nous pensons vraiment que... Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 7 avril. Bienvenue si vous